Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Bruno, 32 ans, tatoueur à Pigalle. On est en 1970 et le tatouage est une pratique encore marginale en France. Bruno est alors le seul tatoueur de Paris à avoir une boutique. Passer sa porte est déjà un exploit en soi. Depuis, le tatouage s'est largement démocratisé, à tel point qu'aujourd'hui, un Français sur 5 est tatoué. Alors, comment on devient tatoueur ? Quelle est votre formation au départ ? Bon, la formation standard, vous savez, des étiquettes, quand on vous parle de bachelier, les gens... Plus maintenant, c'est plus assez, mais ça correspond à peu près à mon temps. Bref, je suis au niveau de la seconde, si vous voulez, première. Donc, on peut pas dire que j'avais une formation particulière, bien qu'en fait, mes parents me destinaient à devenir ingénieur aux ponts et chaussées. Enfin, ils voulaient. Famille bourgeoise ? Non, pas du tout. Des ouvriers que je remercie encore une fois au passage d'avoir tant travaillé pour m'élever. Bien. Parisien ? Mon père est d'origine italienne, français bien sûr. Ma mère est parisienne, de Belleville. Et ma foi, ils ont travaillé dur pour m'élever et m'ont rendu heureux, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours mené dans le droit chemin. Et je vous dis, somme toute, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est parce que vous n'avez pas pu être chirurgien que vous êtes devenu tatoueur ? Ah, ça s'est non. passé comment ? Chirurgien, non, j'ai jamais eu envie d'être chirurgien. Au démarrage, je crois que tous les jeunes ont un problème, c'est-à-dire de ne pas savoir exactement sur quoi se diriger. Alors, j'ai tenté pas mal de choses, et comme je suis par nature un gars assez éclectique, j'aime à fouiner dans tous les domaines. Mais avec une curiosité saine, non pas malsaine. Lorsque je ne comprends pas quelque chose, je m'interdis d'abord de conclure et de juger, en essayant d'abord de comprendre. Quelle lucidité ! Bon, c'est de la logique. Alors bref, j'ai donc été à l'école pour les ponts et chaussées. J'en ai eu assez, la tête m'a tourné parce que, à une époque de la crise pubertaire, on a forcément des poussées qui vous dévient. Je suis rentré, j'ai fait de la mécanique, j'ai travaillé dans le transport, puis je suis parti soldat, puis j'en suis revenu, et puis j'ai été marchand de légumes. Enfin bref, vous voyez, sans parler de toutes les petites choses que j'ai pu faire entre... Le tatouage, ça vient Alors à le quel moment ? tatouage, c'est assez curieux. Il s'est trouvé un jour que j'étais à Amsterdam, car j'adore voyager, ça ouvre l'esprit, et j'ai vu une boutique de tatouage. Tatouage. Alors en bon latin que j'étais, surtout de par mes origines, j'ai pensé que ça ne pouvait être, comme on me l'avait si bien appris en France, que des mauvais garçons qui se faisaient tatouer. Il faut dire qu'en France, nous sommes imbus de préjugés, pas nécessairement bourgeois, mais presque, et que les idées se reçoivent très facilement. Alors je suis rentré dans cette boutique, j'ai regardé, j'ai vu des tas de gens qui, ma foi, n'avaient pas de mine patibulaire, qui étaient mes semblables, et j'ai dit, mais alors pourquoi pas ? Bref, et puis les choses en sont restées là. J'ai revu une autre boutique à Hambourg, j'ai revu d'autres boutiques un peu partout où je suis passé. Ça m'a toujours intéressé, et par un fil en aiguille pertinent, ma foi, je suis devenu tatoueur, pour pénétrer plus encore le phénomène, ça aussi c'est pertinent. Et j'ai pensé que c'était la meilleure façon de comprendre. Mais on ne s'improvise pas tatoueur. On ne s'improvise ça pas. s'apprend. Oui, mais en l'occurrence, il me fallut être autodidacte, car il n'y a pas d'académie enseignant ce métier. Tiens, une carence de l'école universelle, soit dit au passage. Et donc, il m'a fallu, si vous voulez, tout faire par moi-même, y compris les machines, y compris les colorants, y compris les dessins. Bref, c'est un métier. Bon, ça se passe comment, un tatouage ? D'abord, il faut des instruments. Il faut des instruments, oui. Des instruments médicaux. Pas nécessairement, il faut des appareils appropriés. J'ai mis au point certains appareils qui me donnent d'excellents résultats. Prenons des exemples. Oui. Vous avez mon bras, je vous demande de me faire un tatouage. Oui. Ça se passe de quelle manière ? Alors, vous entrez, d'abord. Parce que le fait de franchir la porte de l'officine d'un tatoueur, c'est déjà quelque chose de très très important, surtout en France. En France, choisir et se déterminer au tatouage, c'est franchir un cap. Quel cap ? Le cap de la critique, du qu'en dira-t-on.
Et c'est en cela où le tatouage dans les pays latins est certainement le meilleur. Car, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, on va se faire tatouer absolument comme on va chez son épicier ou chez son coiffeur. Mais en France, c'est un engagement. C'est quelque chose de sincère qu'il faut quand même considérer. Bref, alors le monsieur rentre, il voit chez moi des planches de dessin accrochées au mur, et il se détermine dans son choix. Alors on y trouve des dragons, on y voit des bateaux, on y voit des animaux, féroces bien sûr, des roses, des anges. Pourquoi des animaux féroces, bien sûr? Bien, parce que le tatouage sert parfois à exulter, à se défouler. Or, on se défoule rarement avec des roses. Parfait. Bon. Il y a à l'heure actuelle des motos. Des motos, oui, ça se demande. Il y a de la demande. Il y a des emblèmes militaires. Il y a des comics pour les Américains. Il y a des motifs religieux. Et il y a bien sûr des aigles pour les paranoïaques. Enfin, pas nécessairement des paranoïaques, mais enfin souvent dominés. Et ensuite des phrases aussi. Ah non. Je suis beau, je vous plais, venez. Non. C'est pas vous qui vous faites tatouer, ça j'espère. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de phrases. Les phrases ont disparu du folklore. Ont disparu du folklore tatouage. Je trouve qu'elles font vulgaire, et il est de mon rôle, justement, lorsque des gens me demandent des phrases, de les aiguiller vers un symbole beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!